Dans le petit village de Kimbalé, niché entre les collines rouges du Cameroun, la vie suivait un rythme lent, guidé par le soleil, les coqs et le marché du jeudi. Parmi les cases en terre cuite et les ruelles de poussière, vivait une fillette au cœur immense. Elle s'appelait Zina. Zina avait 10 ans, de grands yeux noirs curieux, et des tresses serrées que sa grand-mère, Mamie Céline, refaisait chaque dimanche en chantant des prières. Elles vivaient toutes les deux dans une case à la bordure du village. La mère de Zina était morte en couche. Son père? On murmurait qu'il était parti en ville chercher fortune et n'était jamais revenu. Zina n'attendait plus. Chaque matin, Mamie Céline préparait un petit pain sucré au lait et au gingembre. C'était le pain du matin, celui que Zina mangeait assise au seuil de leur maison avant de partir à l'école. Un seul pain, jamais deux. Parfois accompagné d'un peu de mangue séchée si la saison était bonne. Mais Zina avait une manie, elle partageait toujours. Avec les enfants qui avaient oublié leur goûter. Avec la vieille femme aveugle du quartier. Avec le petit chien blessé du forgeron. Même avec le gamin méchant, Yaya, qui lui avait volé son stylo la veille. Tu donnes trop, disait Mamie Céline en secouant la tête. Mais si Dieu me voit partager, il me donnera encore, répondait Zina avec un sourire si sincère que même les vieux du village n'osaient rien dire. Ce jour-là, Zina marchait vers l'école avec son pain à la main, encore tiède. Elle fredonnait un air appris à l'église. Le soleil venait tout juste de se lever, caressant les toits de paille et les feuilles de bananier. Arrivée près de l'ancienne station abandonnée, elle s'arrêta net. Assis sur une pierre, le dos courbé, un homme dormait. Il avait la peau poussiéreuse, la barbe longue comme les racines des arbres sacrés, et des vêtements déchirés. Ses chaussures étaient absentes. Ses pieds, enflés et craquelés, semblaient hurler de douleur. Zina regarda autour d'elle. Personne. L'homme remua un peu. Il ouvrit un œil. Puis l'autre. Et la vit. Zina eut un sursaut. Il avait des yeux, tristes. Vides. Elle déglutit. Puis regarda son pain. Puis l'homme. Un silence pesant s'installa. Monsieur, vous avez faim? Il ne répondit pas. Mais son regard suffit. Alors, Zina s'approcha doucement, déchira son pain en deux, et lui tendit une moitié. Puis, comme prise d'un élan, elle recula, revint, et lui donna tout le pain. Tenez. Moi je vais à l'école. Dieu me donnera encore demain. Il prit le pain d'une main tremblante. Ses lèvres bougèrent. Merci, petit soleil. Elle sourit, rougit, fit demi-tour et repartit en courant vers l'école, l'estomac vide mais le cœur brûlant d'une chaleur étrange. Elle avait à peine franchi le portail de l'école qu'un grondement résonna dans le ciel, un premier nuage gris, inattendu en cette saison sèche. Personne ne le savait encore, mais ce geste allait bouleverser bien plus qu'une journée. Il allait réveiller une mémoire enfouie, rouvrir des blessures anciennes, et rallumer un feu éteint depuis des années. Car l'homme n'était pas un mendiant comme les autres. Et Zina n'était pas une fillette comme les autres. Depuis le jour où Zina lui avait offert son petit pain, l'homme ne manquait jamais ce rendez-vous. Chaque matin, il s'asseyait sous le même arbre, un vieux capoquier au tronc tordu, juste avant le portail de l'école. Il ne parlait à personne, ne tendait pas la main, ne demandait rien. Mais quand Zina apparaissait, son regard s'illuminait comme un feu de bois dans la nuit. Il l'appelait « Petit Soleil », et Zina, elle, l'appelait « Grand-père Silence ». Car il parlait peu. Très peu. Mais il attendait. Et Zina, fidèle, revenait chaque matin avec un petit morceau de pain, parfois une banane, parfois quelques arachides enveloppés dans une feuille de bananier. Sa mère préparait toujours 2 portions maintenant, sans un mot, mais avec un regard lourd de fierté et d'inquiétude. Tu sais qu'on a peu, Zina. Tu le sais, hein? Oui, mamie. Mais tant qu'on a un peu, on peut partager. Le vieil homme ne disait rien. Mais ses yeux disaient tout. Un matin, il lui tendit quelque chose en retour, un vieux bouton en cuivre, usé, avec des lettres presque effacées. Zina hésita. Elle voulut refuser, mais il insista. Je n'ai plus rien, que ce souvenir. Prends-le. Garde-le. C'est à toi maintenant. Elle le glissa dans sa poche, sans comprendre.
Les jours passèrent. Les murmures du village grandirent. Cette petite est trop gentille. Et s'il était fou? Ou pire, un ancien criminel en cavale? Mamie Céline restait silencieuse. Mais elle observait. Chaque soir, quand Zina rentrait, elle la scrutait, cherchait un signe de malaise. Mais Zina était paisible. Radieuse. Nourrir le vieil homme semblait la remplir bien plus qu'un repas. Et pourtant, quelque chose clochait. Le vieil homme avait des gestes étranges. Parfois il parlait tout seul. D'autres fois, il fixait un point invisible en murmurant des noms, Mathilde, Ousmane, Kodjo. Une nuit, alors qu'il dormait roulé dans une couverture en toile derrière l'ancien kiosque à journaux, il eut un rêve agité. Un cri déchira le silence. Zadi! Zadi! Reviens! Ne leur fais pas confiance. Le vendeur de beignets qui dormait non loin l'entendit. Il se leva, inquiet, s'approcha. Qui est Zadi? Lui demanda-t-il le lendemain. Mais le vieil homme ne répondit pas. Il semblait perdu. Le nom, pourtant, circula dans le village. Zadi. Un nom oublié depuis longtemps. Un nom lié à une histoire ancienne, un homme d'affaires du village qui avait disparu mystérieusement. Un homme généreux, aimé, respecté, avant qu'il ne tombe dans l'oubli. Le lendemain matin, Zina s'approcha de son arbre habituel, mais le vieil homme n'y était pas. Elle attendit. 10 minutes. 15. Rien. Elle courut au kiosque. Vide. Elle interrogea le vendeur de cacahuètes. Rien vu. Le cœur battant, elle demanda à un passant. Le vieux monsieur, il est où? Tombé hier soir. On dit qu'il a été emmené chez l'infirmière du village. Il a de la fièvre. Zina courut sans attendre. Elle arriva, haletante, devant la case en banco de l'infirmière, Mademoiselle Flora. À l'intérieur, il était là. Allongé sur une natte, tremblant. Ses lèvres bougeaient faiblement. Il semblait en pleine fièvre. Zina s'agenouilla doucement à côté de lui. Elle posa sa petite main sur la sienne. Le vieil homme ouvrit difficilement les yeux. « Petit soleil » murmura-t-il. Elle sourit malgré ses larmes. « Je suis là, grand-père silence. » Il tenta de se redresser, mais n'y parvint pas. Alors, dans un dernier souffle de lucidité, il dit. « Ils m'ont oublié. Ils ont volé tout. Le nom. Zadi, je m'appelais Zadi. » Zina cligna des yeux. Elle n'avait jamais entendu ce nom. « Tu vas te reposer maintenant, d'accord? Je vais revenir demain. » Mais ce que Zina ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout du village, un vieillard, ancien comptable du marché, venait de se redresser d'un bond en entendant ce nom, prononcé à la radio locale dans un vieux débat sur les figures disparues. Zadi, ce nom, il n'est pas mort? Il avait un frère, non. Le lendemain matin, le ciel de Quimbalé était anormalement chargé. De lourds nuages noirs couvraient le soleil, et une brise fraîche soufflait sur le village. C'était rare en saison sèche. Les anciens y virent un signe. Zina, elle, serrait fort son paquet de beignets. Aujourd'hui, mamie Céline avait glissé 2 petites galettes de patates douces pour « grand-père silence », même si elle ne l'appelait jamais ainsi. Zina marchait vite. Trop vite. Elle voulait le revoir. Mais arrivée à l'arbre, personne. Elle courut vers la case de Mademoiselle Flora. « Il est parti tôt », dit l'infirmière, étonnée. Il a insisté. Il voulait s'asseoir sous son arbre. Zina courut encore. Mais alors qu'elle tournait le coin du vieux marché, un cri la stoppa. Il est tombé. Il saigne. Elle accourut. Une foule s'était déjà formée. Au sol, étendu près d'une flaque de boue, le vieil homme était inconscient. Du sang perlait sur son front. Zina hurla. Ne le touchez pas. Il a besoin d'aide, pas de murmure. Elle s'agenouilla près de lui. Sa main trouva la sienne. Il était froid. Mademoiselle Flora arriva en courant. Avec l'aide d'un jeune boulanger, ils le portèrent jusqu'à l'ancien dispensaire. Là, ils le nettoyèrent,
posèrent un linge frais sur son front. Mais en lui retirant sa vieille chemise en lambeaux, quelque chose attira l'attention de l'infirmière, une longue cicatrice, ancienne, à l'épaule gauche. « Mon Dieu » souffla-t-elle. Un des anciens du village, tonton Amadou, appelé pour aider, pâlit en la voyant. « Cette marque, je la reconnais. » Il recula d'un pas, la gorge nouée. « Ce n'est pas n'importe qui. C'est Zadi Moukala. » Un silence tomba. Le même Zadi Moukala qui avait disparu mystérieusement 15 ans plus tôt. Le même qui avait cofondé la grande coopérative de cacao du village, avant d'être trahi, selon les rumeurs, par son propre frère. Zina, à genoux, leva les yeux. Il me l'a dit, il se souvenait de son nom. Zadi. Tonton Amadou s'approcha d'elle. Sa voix tremblait. Petite, ce que tu as fait, ce que tu fais depuis des jours, c'est un miracle. Tu as réveillé un nom enterré. Tu as réveillé un homme mort pour tout le monde. Ce jour-là, le nom de Zina circula dans tout Kimballé. La petite qui a réveillé un fantôme. La petite qui nourrit un roi déchu. Ce même après-midi, dans la grande ville de Boualé, un jeune homme reçut un appel anonyme. Il était professeur d'université, sérieux, discret. Sa voix était posée, son regard doux. « Allô? Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien monsieur Jérémy Moukala? »« Oui, c'est moi. »« Le fils de Zadi Moukala? » Un silence. « Mon père est mort il y a 15 ans. »« Non, monsieur. Il est vivant. Et il est ici. » Dans un petit village nommé Kimballé. Le téléphone glissa presque de ses mains. « C'est impossible, qui êtes-vous? » Mais la voix raccrocha. Jérémy resta là, figé, les yeux dans le vide. Puis, lentement, une larme coula sur sa joue. Le lendemain, un 4x4 gris traversait la savane. Direction, Kimballé. Et pendant ce temps, Zina, elle, restait à son chevet. Le vieil homme ne parlait pas, mais sa main ne lâchait plus la sienne. La pluie tomba enfin. Une pluie chaude, inattendue, nettoyant les rues du village. Et dans la case du dispensaire, une étincelle de mémoire s'alluma dans l'ombre. Le nom de Zina revint encore aux lèvres du vieil homme. Mon petit soleil. Le 4x4 s'arrêta à l'entrée de Kimballé dans un nuage de poussière. Jérémy Moukala descendit lentement, le visage tendu. Cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas mis les pieds ici. 15 ans depuis que son père avait disparu sans laisser de traces. Autour de lui, les villageois chuchotaient, curieux. On n'avait jamais vu un homme si bien habillé, avec des lunettes de ville, marcher à grandes enjambées vers le vieux dispensaire de terre battue. Zina était déjà là, assise à côté d'un grand-père silence. Elle lui racontait une histoire inventée, comme elle le faisait souvent, celle d'un oiseau qui ne savait pas voler, mais que tout le monde aimait. Il ne répondait pas, mais il l'écoutait, les paupières mi-closes. Quand Jérémy entra, il s'arrêta net. Un frisson le traversa. L'homme couché sur la natte, c'était lui. « Papa » murmura-t-il. Zina se leva, confuse. Le vieil homme ouvrit les yeux. Il fronça les sourcils, regarda l'homme debout devant lui, et détourna le regard. Pas de reconnaissance. Il ne se souvient pas, dit Zina doucement. Il oublie, mais parfois il se souvient un peu. Jérémy s'approcha. Il s'agenouilla près de lui. Papa, c'est moi, Jérémy, ton fils. Tu disais que j'étais, plus têtu que le buffle du chef. Tu m'appelais, petit lion, quand j'avais peur la nuit. Tu te souviens? Le vieil homme cligna lentement des yeux. Il murmura. Le petit lion avait un cahier vert, avec un éléphant dessus. Le cœur de Jérémy manqua un battement. Oui. Oui, papa, c'était moi. Tu te rappelles? Mais déjà, le regard du vieil homme se perdait à nouveau dans le vide. Zina serra le poing. Il va revenir, dit-elle. Il se bat dans sa tête. Il est fatigué, mais il reviendra. Je le sais. Le soir même, une rumeur parcourut le village. Un étranger était revenu, mais pas n'importe lequel. Le fils du disparu. Mais surtout, il posait des questions.
Où est passé mon oncle, Ngoma Mukala? Pourquoi personne n'a déclaré la disparition de mon père? Qui gérait la coopérative après lui? Des regards fuyants. Des silences. Jusqu'à ce que tonton Amadou décide de parler. Ton père avait bâti cette coopérative à la sueur de son front. Quand il a voulu créer une section pour les femmes du village, ça n'a pas plu. Ton oncle, Ngoma, voyait déjà l'argent et le pouvoir lui filer entre les doigts. Jérémie écoutait, bouche sèche. Un jour, ton père a disparu. Et quelques jours après, ton oncle est arrivé avec une lettre soi-disant écrite par ton père disant qu'il partait définitivement, qu'il quittait tout. Mais personne n'a jamais vu ton père depuis. Et ton oncle a pris sa place. Il ne l'a pas cherché? Non. Au contraire, il a dit qu'il voulait qu'on tourne la page. Et il a fait brûler toutes les affaires de ton père. Le sang de Jérémie bouillonna. Il partit aussitôt pour le village voisin, là où vivait encore son oncle Ngoma. Il frappa à la porte de sa villa, construite avec l'argent de la coopérative. L'homme ouvrit. Il avait vieilli, mais son regard était toujours aussi froid. « Jérémie, mon neveu, quelle surprise! »« Il est vivant, » dit Jérémie d'une voix dure. « Mon père est vivant. Il est ici. » À qu'un balai. Ngoma blêmit. « Juste une seconde. »« Tu te trompes, mon garçon. »« Non, je ne me trompe pas. Il est là. » Il ne se souvient pas bien, mais il a dit son nom. Les anciens l'ont reconnu. Il a une cicatrice à l'épaule gauche, celle qu'il a eue pendant le chantier de la coopérative. Ngoma se tut. Puis, d'une voix tremblante. « Tu ne comprends pas. Il m'a tout pris. » C'était toujours lui qu'on applaudissait. Lui qu'on respectait. Moi, j'étais l'ombre. Alors, oui, j'ai profité. Mais je ne voulais pas qu'il disparaisse comme ça. Je ne savais pas qu'il avait fui dans la forêt, qu'il était tombé malade. Il s'arrêta. Tu ne peux pas tout bouleverser maintenant. J'ai une vie. Une réputation. Tu veux me détruire? Jérémie le fixa longuement. Non, tonton. Tu t'es déjà détruit toi-même. Et il partit, laid. Les jours suivants furent comme un lent miracle. Le vieil homme Zadi Mukala, car plus personne n'en doutait, reprenait des forces. Sa mémoire, bien que fragile, revenait par fragments. Parfois, il parlait de sa jeunesse à Boualé. D'un projet inachevé. D'une lettre qu'il n'avait jamais pu envoyer. D'une trahison qu'il n'avait pas compris. Mais chaque matin, il se souvenait de Zina. « Tu es mon petit soleil », disait-il, en caressant ses tresses. Zina souriait, mais une question la rongeait. Elle l'attendait, la gardait bien au chaud dans son cœur. Jusqu'à ce matin-là. Elle posa enfin sa main sur celle du vieil homme. « Grand-père, pourquoi as-tu disparu? Pourquoi ne pas être rentré chez toi? » Il resta silencieux. Puis, les yeux perdus dans le vide. « Une nuit, j'ai découvert que mon propre frère détournait les fonds de la coopérative. J'ai voulu l'affronter. Il m'a piégé. J'ai été agressé, battu, laissé pour mort. Quand je me suis réveillé dans une cabane abandonnée à la lisière de la forêt, je ne savais plus qui j'étais. J'ai erré. J'ai fui. Ma tête était pleine de brume, pendant des années. » Il regarda Zina avec tendresse. « Et puis, tu es arrivé. Avec du pain. Un sourire. Et j'ai commencé à revenir. Parce que quelqu'un m'a vu. Pas comme un mendiant. Pas comme un fou. Mais comme un être humain. » Elle ne dit rien. Elle serra juste sa main plus fort. Quelques jours plus tard, Jérémie, avec le soutien des anciens du village, fit convoquer un conseil de justice coutumière. Ngoma Mukala fut contraint d'avouer. Il perdit ses droits sur la coopérative, et un procès fut ouvert en ville. Mais Zadi n'assista pas à cette confrontation. Il avait fait son choix. Il voulait se tourner vers l'avenir, pas vers la vengeance. Laissez-le à sa honte. Moi, j'ai retrouvé ma lumière. Et cette lumière, c'était Zina. Avant de repartir pour Boualé avec son fils, Zadi demanda une dernière chose, voir la maison de Zina.
Il s'y rendit. Appuyé sur Jérémie, les jambes encore faibles. En entrant dans la case, il s'arrêta. Il regarda mamie Céline. « Madame, vous avez élevé une reine dans une case de terre. » Elle baissa les yeux, gênée. « On n'a pas grand-chose, vous savez. » Il hocha la tête. « Mais vous avez l'essentiel. L'amour. L'éducation. Et la bonté. » Il ouvrit un petit sac que Jérémie portait. À l'intérieur, des documents officiels. Il l'étendit à Céline. « Ceci est un acte de donation. J'ai une maison en ville, que j'ai fait rénover discrètement, avec un jardin et 3 chambres. Elle appartient désormais à Zina. Et un compte bancaire, pour ses études. » Céline vacilla. Zina ouvrit de grands yeux. « Mais, pourquoi ?» demanda-t-elle. Il s'agenouilla lentement. « Parce que tu m'as nourri, quand personne ne me voyait. Parce que tu m'as aimé, sans rien attendre. Parce que tu as changé ma vie, et que tu ne le sauras peut-être jamais assez. » Zina se jeta dans ses bras. « Tu vas revenir ?» demanda-t-elle. « Oui. Et toi, tu viendras aussi. Tu verras la grande ville. Tu rencontreras mes petits-enfants. Tu leur raconteras comment un petit pain a changé un vieux cœur. » Des mois plus tard, à Boualé, une fondation ouvrait ses portes, la Maison du Petit Soleil. Un centre d'accueil pour les sans-abri, financé par Zadi Moukala et géré par son fils. Et sur la grande plaque en bronze à l'entrée, on pouvait lire. À Zina, qui a vu dans l'oubli un visage, dans la misère une âme, dans la poussière un trésor. Tu as changé une vie. Et à travers elle, 1000 autres.